sommes ici pour parler de mobilité, j'allais dire comme on dit aujourd'hui. Moi, quand j'étais jeune chercheur, on s'est battu pour que ce terme apparaisse à côté de celui de transport, de déplacement, parce que c'était plus englobant. Hein. Et donc, eh bien, on va essayer d'en parler, je dirais, essentiellement au sens des mobilités qu'on appelle quotidiennes, locales, c'est-à-dire dans notre vie de tous les jours. Je ne vous ferai pas voyager sur des îles idylliques ou des paradis, bien que ce soit presque de saison. Alors, premier temps, notre histoire longue que je vais faire courte. Hein, dans le monde d'avant-hier, c'est-à-dire dans le haut Moyen-Âge, hein, grosso modo, qui sommes-nous ? Nous sommes un monde de communauté. Le principe de base, c'est que pour l'essentiel, nous échangeons sur des bases d'interconnaissance. Nous vivons la plupart du temps, alors je parle, ce nous, il est collectif et il désigne la majorité de la population. Bien évidemment qu'il y a des gens qui sont allés faire les croisades, il y en a d'autres qui sont allés faire collecter les impôts, etc., etc. Mais pour l'essentiel, le gros de la troupe, si j'ose dire, eh bien, il vit là où il est né. Il va passer sa vie avec des gens qu'il rencontre à peu près tous les jours. Il va peu échanger. Le gros de l'agriculture est une agriculture d'auto-alimentation. Hein. Et peut-être les garçons et les filles épouseront leurs cousins et leurs cousines, enfin ils n'iront pas chercher très très loin, ça sera souvent dans le village ou dans un village à côté, et exerceront très probablement le même métier que leur père, ils seront agriculteurs, éleveurs, etc. Ce monde d'avant-hier, bien, il avait vocation à être remplacé par un autre. Ça a pris des siècles, hein. On a pris son temps. Enfin, depuis que Descartes a dit « je pense, donc je suis », on a eu une représentation du monde qui est plus tournée vers l'avenir. C'est la querelle des anciens et des modernes, hein, qui est tranchée, plus tournée vers l'avenir, donc vers quelque chose à construire, quelque chose d'indéterminé. Et un certain nombre de gens, et moi ce que j'ai trouvé intéressant dans cette affaire, c'est que au fond, la pensée a très largement précédé la technique, les techniques disponibles. Hein. Nos sociétés se sont mises en mouvement bien avant d'avoir les grandes techniques du mouvement que seront par exemple les machines à vapeur. Alors c'est une galerie de portraits. Hein, comment on passe du monde d'avant-hier au monde d'hier. Bon, vous voyez Adam Smith et son éloge de l'échange qui produit la spécialisation. Son collègue français Turgot qui partagent les mêmes idées, ils s'écrivent. Simplement, comme Turgot était ministre, il avait un peu moins le temps que l'autre d'écrire, et donc il a laissé un peu moins d'écrits, mais une pensée un petit peu analogue, où au fond, enfin, quel est pour moi le grand message d'Adam Smith, père du capitalisme, certes, mais c'est le passage, il nous dit, au fond, eh bien, dès lors qu'il y aura concurrence, ce n'est pas de la bienveillance du boulanger à votre égard, grâce à cette bienveillance, qu'il fera du bon pain. Il fera du bon pain parce que c'est son intérêt de faire du bon pain pour vous avoir comme bon client. C'est un renversement de la pensée important. Ça veut dire que, oui, nous sommes capables d'aller à droite, à gauche, en fonction des choses. Je passe un siècle plus tard, alors celui que vous voyez en bas à gauche, c'est Saint-Simon. Hein, et le saint-simonisme sera
tout au long du long 19e siècle, ce qui fabriquera notamment les infrastructures, cette croyance très 19e siècle, hein, que plus ça circule et plus ça circule vite, alors peu importe quoi, hein, c'est les échanges économiques, plus il y a de la croissance. Et puis, typique du XXe siècle, celui-là vous reconnaissez peut-être moins, j'aurais mieux fait de mettre la voiture qu'il a inventée, la Ford T, c'est Henry Ford, vraiment le symbole typique, hein, du XXe siècle. Tous ces gens-là, au fond, à quoi ils ont contribué? Chacun à leur place, mais ils ont fait système pour, en gros, fabriquer une société qui se met en mouvement. Alors, elle s'est mise en mouvement en termes politiques avec la Révolution. La Révolution, la démocratie, les élections, c'est quoi? C'est introduire de l'indétermination. Bon, avant, on savait que c'était le fils du roi qui allait devenir roi. Enfin, bon, s'il n'était pas mort avant. Mais en gros, on avait une société de reproduction. Là, on a une société qui se met en mouvement. Et je crois que là où on aurait tort de croire qu'elle s'est mise en mouvement juste parce qu'on a découvert l'usage du charbon dans les machines à vapeur, non, elle s'est mise en mouvement avec au moins trois éléments qui ont été soit moteurs, soit facilitateurs de ce mouvement. L'école qui s'est mise en place à partir du milieu du siècle. L'école en principe, l'école laïque, obligatoire, etc., en principe, affranchit des prédestinations. On ne peut pas être en mouvement en étant toujours assigné à faire le même boulot que ses parents, ses grands-parents, etc., etc. Et elle ouvre à tous des potentiels pour se construire. Les transports mécanisés, motorisés, d'abord à cheval, ensuite au charbon, à la fin du siècle au pétrole. Qu'est-ce qu'ils font, les transports? Ils facilitent notamment la croissance urbaine. Hein. Quand vous relisez les textes sur les villes au 19e, elles montaient en hauteur parce qu'il y avait du monde en plus. Et puis, à un moment, on s'est dit, non, il faut que ces villes s'étendent, et, je dirais, dans le cas parisien avec Haussmann, se ségrègent. Et c'est pour ça que les transports qui, au départ, s'étaient implantés dans les zones riches, parce que les transports étaient coûteux, hein, on en a fait un peu des services publics avec comme mission de permettre aux ouvriers d'aller voir dans les banlieues s'il y avait des terrains, et de néanmoins travailler en ville. Cela dit, ils ont évidemment aussi multiplié les opportunités disponibles. Enfin, le troisième élément qui est souvent ignoré, c'est, je dirais, tout au long, pendant tout un siècle, ça a pris tout un siècle, c'est la nationalisation de la protection sociale. C'est-à-dire, au départ, suite à un certain nombre soit de mutuelles, soit de combats, vous aviez une espèce de garantie maladie offerte par votre employeur, mais vous quittiez votre employeur pour un autre, tout ça disparaissait, y compris les droits à la retraite. C'est petit à petit, près d'un siècle, que, au fond, un Breton peut aller travailler en Languedoc et conserver, en termes modernes, ses droits à la retraite, hein, qui sont ce que Robert Castel appelait les propriétés sociales. Donc cette mise en mouvement, alors après, bien sûr, vous allez avoir au XXe siècle, et surtout en Europe, dans la deuxième moitié du XXe siècle, tout le système automobile, les poids lourds, les voitures, les autoroutes, etc. Tout ça est évidemment connu. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces évolutions-là de manière extrêmement globale?
de manière extrêmement globale, je dirais, bon, on a un premier type de jugement qui est celui qu'on peut avoir, je dirais, à la sortie des 30 Glorieuses, qui est ce cercle magique fait d'investissement en infrastructure pour permettre le mouvement physique, d'investissement plutôt en capital humain à travers l'école et les différentes d'investissement en solidarité à travers tout ce qui a été développé autour de la protection sociale. Ce cercle magique, il a plutôt bien marché. Ça serait stupide de nier qu'il a contribué au fait que nous soyons mieux logés, mieux équipés, mieux éduqués, plus mobiles, en meilleure santé, etc., etc. Puis dans les années 70, à partir des années 70, je dirais, se sont passées des phases de reconnaissance des limites de ce modèle. Alors, la première grande phase, ça a été bien sûr la prise de conscience environnementale et environnementale globale. Moi, j'ai un peu tendance à considérer que en fait, la prise de conscience environnementale, on peut quasiment la dater du moment où, à la télé, on a vu des images de la Terre comme une petite planète, et quelque chose qui est potentiellement fragile, à protéger. Et bien sûr, on avait eu quelques grandes catastrophes environnementales ou écologiques, au Japon ou ailleurs. Mais en gros, très clairement, on a à la fois épuisement des ressources et des biens communs malmenés. Parmi ces biens communs malmenés, la ville. La ville qu'on a connue, qui croule à l'époque sous les circulations automobiles, par exemple, qui est devenue très inconfortable. Il y en a bien d'autres. Mais alors, petit à petit, alors ça, je dirais, c'est la prise de conscience, années 70, années 80. Et puis, à partir de là, on va avoir quelque chose qui est infiniment un petit peu plus ambigu. Et notamment en termes de mobilité, on va s'apercevoir que quand les gens disposent d'autoroutes gratuites dans les périmètres urbains, d'automobiles, au fond, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Pour se localiser. On va avoir plus de mal à leur dire où ils doivent se mettre. C'est juste un exemple. Mais un exemple qui montre que la mobilité, c'est aussi des systèmes de transfert de pouvoir. De collectifs. Alors ces collectifs, ça peut être des agglomérations, ça peut être un pouvoir d'État, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, alors c'est dans d'autres domaines que l'automobile, je ne vous fais pas un dessin, mais la capacité d'aller mettre son argent dans une banque d'un paradis fiscal, c'est aussi un fruit de la mobilité qui réduit les pouvoirs collectifs. Etc. On ne va pas en faire la liste. Et au fond, qu'est-ce qu'on va aussi avoir ? C'est un sentiment de perte de contrôle. Alors, sentiment de perte de contrôle vient aussi du fait que, alors on a parlé de l'automobile, on pourrait mettre sur le même plan le système de transport aérien, le système de télécommunication, les systèmes d'échange à la nanoseconde de données, etc., etc. Mais au fond, on va reprendre le propos de Saskia Sassen, qui a beaucoup travaillé sur ces questions de métropolisation. Elle nous dit, au fond, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui se passe actuellement,
c'est que l'agencement entre territoire, autorité et droit, eh bien, ces 3 éléments sont entrés dans des sphères séparées. C'est-à-dire que le ciment qui faisait tenir ensemble des ordres normatifs différents, eh bien, ce ciment, il s'est un petit peu épuisé. Et on voit bien que quand on veut attraper un truc dans un domaine, il peut nous échapper par un autre élément. Et donc, problème de sentiment de perte de contrôle. Et enfin, dernier point, idée aussi, et ça c'est une idée forte du monde d'aujourd'hui, c'est que toujours plus n'est pas nécessairement synonyme de toujours mieux. Là, c'est juste un graphique qui n'a comme seule prétention que de dire qu'est-ce qui se passe quand j'améliore, et j'améliore tout le temps, les conditions globales de la mobilité pour soit l'ensemble de la population, soit celle qui peut s'en saisir. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont les moins mobiles? Je dirais, il y a 50 ans, ne pas avoir accès à la voiture, vous étiez dans la majorité. Aujourd'hui, si vous n'avez pas accès à la voiture et que vous vivez dans un territoire qui n'est pas un centre-ville, vous êtes moins bien. Vous êtes moins bien. Et il y a plein de façons de le montrer. Mais là, ce graphique, en gros, vous dit, bah oui, il y a plein de choses qui se passent. Et améliorer sans cesse les conditions de la mobilité, si on ne fait pas attention à ce que peuvent effectivement faire les gens qui sont dans les situations les plus difficiles en termes de mobilité, eh bien, pour eux, c'est une norme beaucoup plus compliquée. Bon, je prends l'exemple basique des commerces et des petits vieux et des commerces. Il y a 30-40 ans, vous habitiez quelque part, il y avait toujours un épicier, un charcutier, je sais pas quoi, à côté de chez vous. Bon, aujourd'hui, quand il s'agit d'aller au supermarché ou à l'hypermarché, il faut demander l'aide de quelqu'un qui conduit. Bon, je détaille pas ce qui est trop détaillé pour le moment où on est là. Je termine sur ce qui est pour moi caractéristique de ce qu'on appelle un peu pompeusement l'après-Fordisme, c'est-à-dire ce qui s'est passé depuis le début des années 80. En gros, si je reprends la photo de gauche, au cours des 30 Glorieuses, bon, c'était pas nécessairement marrant. Il faut pas avoir une approche où le passé était particulièrement d'enjoliver le passé. Mais en gros, vous saviez où vous alliez. Il y avait une espèce de cap collectif et un cap que pouvaient suivre les individus. Ils savaient, en gros, comment progresser dans la société. Après, ils pouvaient prendre ou ne pas prendre. À partir des années 80, et ça rejoint la question de l'autonomie. L'autonomie, ça a été une revendication forte des années 70. On l'a beaucoup vécu avec le mouvement des femmes, mais ça a été dans tous les domaines. L'autonomie qui a été une revendication, les gens qui disent, voilà, moi je veux pouvoir me construire moi-même selon mes propres aspirations. Bon, qu'est-ce qu'il y a à dire à ça? On est content. Bon. Et oui, mais au fond, cette autonomie, aujourd'hui, elle a été réappropriée par l'ensemble du corps social, employeurs compris, enseignants compris, etc. Sois toi-même, sois autonome dans ton boulot, etc. On est beaucoup plus aujourd'hui, si je devais prendre un sport qui reflète le mieux l'état de la société d'aujourd'hui, c'est plutôt le surf. C'est-à-dire, je dois être en permanence en capacité de me saisir des opportunités qui se présentent à moi. Je suis un petit peu seul sur les vagues, là, mais sûrement que si j'attrape les bons courants, je deviens très très bon. Je deviens très très bon. Bon, il y a une sociologue canadienne, ça c'est pour juste vous réveiller une minute, qui dit l'essentiel aujourd'hui, c'est plus d'être marié et employé, c'est de rester mariable et employable.
Et ça, c'est ça. Hein, c'est le surf. Et ça vous dit aussi des choses sur la mobilité. C'est-à-dire si on pense la mobilité comme les gens ils vont toujours pile poil au même endroit, etc., ils peuvent avoir une solution toute faite. Si la mobilité, c'est un peu de changer un peu tous les jours de crèmerie, etc., bon, il faut plutôt aller vers des solutions personnelles. Alors, ça ne veut pas dire une voiture, hein, mais ça veut dire que c'est plus compliqué. Bon, voilà un propos d'Alain Ehrenberg. Alain Ehrenberg, c'est probablement un des intellectuels en France qui a le plus, je dirais, investi le domaine de la société à partir de ces manifestations dans le domaine des... Alors, je ne dis pas de la maladie mentale simplement, mais des troubles, des troubles mentaux, qui nous dit, on est devenus des individus incertains dans une société aux repères flottants, aux appartenances traditionnelles introuvables et à l'action publique peu efficace. Bon, vous voyez, l'image de la vague, elle n'était pas complètement stupide. Hein. L'autonomie, qui était une aspiration, et devient une condition. Nous devons être les entrepreneurs de notre propre vie. Dans ce type de société-là, vous pouvez imaginer que la mobilité a tout autre sens que dans la société du Moyen-Âge dont je vous ai parlé en introduction. Voilà un peu pour ce portrait, alors je dirais en un quart d'heure de quelques siècles d'évolution. Donc c'est évidemment simplificateur, c'est simplement pour nous plonger dans cette idée que les questions de mobilité sont aussi des questions qui doivent être replacées dans un cadre plus large. La Fontaine l'avait dit à sa façon, hein, il avait dit rien ne sert de courir, il faut partir à point. Hein. Partir à point, ça veut dire avoir les bons points d'appui, etc., etc. Deuxième temps, donc je voudrais simplement vous entretenir des différents sens qu'on peut attribuer au terme de mobilité qu'on a déjà un tout petit peu abordé en fait en début de présentation. Bon, pourquoi parce que quand vous assistez à une réunion publique, alors bon là c'est une réunion publique un peu intellectuelle peut-être par rapport à des réunions publiques, mais enfin en gros il y a plein de mots comme ça qui arrivent. Et puis bon, je pense que tout le monde, alors s'il y a quelque chose pour lequel tout le monde est pour, c'est probablement la fluidité. Quelque chose sur lequel on est quand même tout de suite un petit peu alerté parce qu'on a les idées de marché du travail en tête, c'est la flexibilité. Quelque chose qui apparaît à la fois pas bien mais protecteur, c'est la frontière. La dépendance. Alors, et ce terme est apparu dans les années 90 pour désigner le fait qu'on est obligé de prendre sa voiture. Donc, voilà. Mais en même temps, la mobilité, ça a aussi été associé au progrès, à la vitesse, au changement, à se saisir d'opportunités. De quoi parle-t-on quand on parle de mobilité ? Alors, premier point, je crois qu'il faut le dire très clairement, la mobilité pour les individus a une utilité. Cette utilité, elle peut être économique, elle peut être affective, elle peut être sociale, elle peut être de tout ce que vous voulez. Mais en gros, on est bien amené quand même à faire l'hypothèse que dans un contexte donné, et c'est là où il peut y avoir débat, mais dans un contexte donné, quelqu'un qui se déplace trouve qu'il est plus utile de se déplacer que de ne pas se déplacer. Hein ? À partir de là, en respectant ce que font les gens, mais où est l'utilité ? Elle est évidemment pas dans le déplacement, elle est dans ce qu'on fait à destination. Si j'estime que le médecin qui est dans ma cage d'escalier n'est pas bon, et que le médecin qui est à 5 km, décidément c'est lui qui me soigne le mieux, je ferai mes 5 km. Bon, etc., etc. Donc la mobilité a une utilité. Cette utilité
dès lors que j'observe des gens qui se déplacent, je dois faire l'hypothèse que ce qu'ils font à destination, par exemple, rencontrer dans le week-end son conjoint dont les mystères de l'éducation nationale nous ont séparés, bon, bah oui, c'est utile. Voilà. Deuxième élément, les conditions générales de la mobilité. Alors, ça, je reprends pas mal dans cette liste-là des choses qu'on avait développées avec Marc Viel. Conditions générales de la mobilité, c'est, par exemple, quand je dis aujourd'hui, Paris est à 2h20 de Strasbourg, et Paris était à 4h, je sais pas. Bon, les conditions générales de la mobilité, elles ont changé. C'est, en gros, qu'est-ce qu'on appelle conditions générales de la mobilité? C'est simplement ce dont l'individu moyen, ni riche, ni très riche, ni très pauvre, peut se saisir. C'est dans son univers de choix. C'est dans son univers. Il sait que, bon, en gros, en 3 heures, on va être de chez soi à Strasbourg. Voilà. Tout le monde ne peut pas s'en saisir. Tout le monde ne peut pas s'en saisir. Et là, on tombe sur la question des aptitudes et compétences de mobilité. Alors, cette question-là, elle a souvent, dans le passé, été réduite, mais c'est évidemment une question très très importante, aux personnes à mobilité réduite. Personnes à mobilité réduite qui ont des handicaps moteurs ou sensoriels. Bon, on s'est aperçu, mais sur le tard, on s'est aperçu, je dirais fin des années 90, début des années 2000, que, au fond, la mobilité, c'était pas aussi évident que ça, et qu'il suffit pas d'avoir un système de transport qui va de A à B pour que des gens le prennent. Bon, alors d'abord, la mobilité, c'est pouvoir faire projet, aller quelque part, mais pourquoi faire? Donc connaître des lieux ressources, savoir qu'à tel endroit, je peux avoir tel ou tel type de service, savoir faire le lien entre ce lieu et puis les moyens de transport qui permettent de s'y rendre. Mais c'est aussi des choses aussi bêtes que lire une carte, savoir faire du vélo. Bon, là encore, je vais plaisanter, mais savoir quand on est un gamin de banlieue qu'on ne va pas se présenter à l'examen du permis de conduire en conduisant une voiture soi-même, c'est pas la démonstration qu'on sait conduire qui sera prise en compte. Bon, des choses comme ça. Donc, il y a des usages, des codes, bien sûr, concernant l'automobile, pouvoir passer le permis et pouvoir se payer une voiture, même ancienne, concernant les transports publics, eh bien, savoir lire un plan, arriver à mettre en musique son projet de mobilité. Bon, pourquoi je dis qu'on s'en est aperçu sur le tard? On s'en est aperçu, en gros, quand on s'est aperçu que des associations qui faisaient de l'aide à l'insertion faisaient de plus en plus de l'aide à la mobilité. Et que, donc, il y avait bien un problème de ce côté-là. Et c'est un problème dont on ne se rend pas compte. Mais il y a aussi, évidemment, une dimension économique. Ça, on s'en était aperçu plus tôt. Bon, vous avez au fin fond de la France une boîte qui ferme, un consultant international qui arrive et qui dit dans le cadre du plan social, on va pouvoir vous retrouver un boulot à 40 bornes de chez vous. Des gens au SMIC, 40 bornes de chez eux, non. Non, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible en termes de coûts, etc., etc. Et donc, voilà, aptitude, compétence, ça a beaucoup de dimensions. Ça a été beaucoup trop ignoré. Et je pense qu'aujourd'hui, conduire une politique de mobilité, c'est aussi conduire une politique qui fasse qu'on surmonte un certain nombre d'inaptitudes et qu'on donne, selon un terme consacré par Vincent Kaufmann, de la motilité aux gens. On pourra en débattre. Alors, quatrième élément, qu'est-ce qu'on dit aussi quand on dit aujourd'hui nous vivons dans une société mobile? Eh bien, on dit que la mobilité, c'est une norme qui s'impose
aux individus. Moi, enfant de la sidérurgie lorraine, j'ai vu des manifestations d'ouvriers parce que un lieu de travail allait être déplacé de 3 km dans les années 60. Bon, aujourd'hui, si vous trouvez une manifestation parce que le lieu de travail a bougé de 3 km, c'est que vraiment... bon. Donc, la norme de mobilité, c'est au fond ce que la société considère comme à peu près normal de demander aux gens pour vivre leur vie. Et plus les gens sont en capacité de se déplacer, plus la norme de mobilité va être élevée. Bon, on l'a vu 2008 à peu près avec la réforme du système judiciaire qui a supprimé un certain nombre de tribunaux de proximité. On peut le voir à tout moment avec des réformes hospitalières. Vous l'avez vu évidemment avec tout le système commercial dans les années 60-70. L'hypermarché, c'est en gros celui qui vous dit « venez à moi, ça me coûte moins cher que de venir à vous ». Je simplifie là encore à outrance. Mais au fond, et c'est Pôle emploi qui vous dit « écoutez, cet emploi est acceptable puisque vous pouvez y aller en 30 minutes ». Bon. Donc, la norme, ça existe. Et le vécu des problèmes de mobilité ne dépend pas du niveau de mobilité. Il dépend de l'écart entre la norme, ce qu'on demande, ce qu'on estime légitime de demander aux gens, et ce qu'ils peuvent faire, en particulier s'ils ont des problèmes de mobilité. Alors, les pratiques de mobilité, c'est ce qu'on connaît le mieux. Il y a des tas d'enquêtes pour ça. Donc, c'est qu'est-ce que vous faites ? Décrivez-nous votre journée de la veille. Et puis, quand vous êtes 5 000, 10 000, 15 000, nous avoir décrit votre journée de la veille, on sait qu'en moyenne, sur le territoire de l'Eurométropole, il y a tant de déplacements en transport en commun, en voiture, qui vont vers le centre, qui vont vers la périphérie. Enfin, on sait un petit peu tout. On ne sait pas bien beaucoup les arbitrages qui font de ça, qui font qu'on a choisi telle ou telle option, mais en gros, on a une description de la, pas trop infidèle, de la situation. Alors, les coûts de la mobilité, maintenant... Alors, la mobilité, c'est quelque chose qui coûte sur 3 fronts. Le premier, c'est comme dans toutes les consommations, c'est combien ça coûte. Bon, combien ça coûte. Alors, pour les transports publics, il y a des tarifs. Pour la voiture, il y a du coût de l'essence, du coût d'achat de voiture, des choses comme ça. Bon. Deuxième, c'est combien de temps ça met. Bon. Et le troisième, c'est, alors qu'on va trouver beaucoup dans les pays en développement, peut-être un petit peu moins aujourd'hui ici, c'est la fatigue, mais aussi, éventuellement, l'inconfort, l'insécurité, des choses comme ça, plus qualitatives. Mais, toujours des gens qui font pas de vélo, pas parce qu'ils n'aiment pas le vélo, parce qu'ils trouvent que c'est moins sûr que d'y aller en voiture. Bon, qu'il soit vrai ou pas, n'a à peu près aucune importance sur la façon dont ça joue sur leur choix. Alors, ces coûts de la mobilité, c'est évidemment compliqué d'additionner des euros, des minutes et de la perception. Bon, il se trouve qu'on y arrive à peu près en faisant ce qu'on appelle des enquêtes de préférence déclarée, de préférence révélée, etc., etc. Et il y a un concept central là-dedans. Pour faire l'équivalence temps-argent, c'est ce qu'on appelle la valeur du temps. La valeur du temps, c'est ce que vous êtes prêt à payer pour gagner 1 minute, 1 heure, etc., etc. Alors, souvent, on croit que c'est une invention d'économistes qui ne sont pas sortis de leur bureau. Bon, alors, ça a pu être ça. Mais, bon, ça se valide quand même. Ça se valide. Faites l'exercice vous-même. Vous sortez vous en avez marre de votre employeur ou vous êtes au chômage.
on vous propose 2 boulots strictement identiques, mais alors c'est pareil, les collègues sont aussi sympas, le patron est aussi sympa aussi, etc., etc. Enfin, tout est pareil. Bon, il y en a un qui est à une demi-heure, l'autre qui est à 3/4 d'heure de chez vous. Et en plus, vous n'avez pas du tout l'intention de déménager. Bon, en gros, si le salaire est le même, a priori, vous allez aller vers celui qui est à une demi-heure de chez vous. Bon, puis faites l'exercice dans votre tête. Supposez que le salaire de celui qui a une demi-heure, c'est 2000. Puis vous dites, peut-être qu'en B, il va faire 2100. Peut-être qu'en B, il va faire 2200. Peut-être qu'en B, il va faire 2300. Et réfléchissez sur le moment où vous basculez et où vous acceptez d'aller à 3/4 d'heure au lieu d'une demi-heure, parce que vous tirerez 300, 400, 500, 1000, 10 000 de plus. Bon, et la valeur du temps, c'est ça. C'est ça que ça dit. Et cette valeur du temps, elle dépend de beaucoup de choses. Elle dépend aussi de beaucoup de choses. Et probablement qu'aujourd'hui, et encore plus demain, elle va être de plus en plus compliquée. Parce qu'il y a des moyens de déplacement dans lesquels on est dans des situations d'inconfort. Enfin, il y a des moyens ou des situations de déplacement dans lesquelles on est en situation d'inconfort et où une minute vaut beaucoup plus qu'une minute quand on est collé serré dans un moyen de transport. En revanche, il y a d'autres moyens de transport, tout aussi transport public, dans lesquels vous êtes confortablement assis, pas de voisins, vous pouvez finir votre petit déjeuner, vous pouvez travailler, etc., etc. Et là, d'une certaine façon, vous pouvez vous dire que ça mette 20 minutes ou une demi-heure, je m'en fiche, je suis bien installé, je peux lire, téléphoner, passer mes mails, etc., etc. Donc cette valeur du temps, là, ça va être de plus en plus compliqué de la manier globalement. Elle va être très spécifique à la fois à des modes et à des individus, à des pratiques individuelles qu'on sait faire ou ne pas faire en mouvement. Les représentations de la mobilité, alors ça c'est quelque chose qui a été, comme on dit en langage savant, très, très actant dans les années 80. C'est, on s'est fait des représentations selon lesquelles il y avait des modes qui étaient bien et vertueux et puis d'autres modes qui étaient mal et diaboliques. Je ne mets pas de mode sous ces noms-là, mais la mobilité, c'est une pratique sociale, c'est un peu logique que derrière, il y ait quelque chose de l'ordre de l'éthique, du jugement, même si aujourd'hui on voit que les choses sont nettement plus compliquées. Enfin, je dirais le dernier point sur lequel, de ce que je présente là comme une longue liste, je crois que ce qui est important à retenir, c'est que quand tout ça bouge, beaucoup de choses bougent en même temps. Si j'améliore telle ou telle infrastructure, je vais améliorer les conditions générales de la mobilité, c'est sûr. Mais ce faisant, qu'est-ce qui va advenir des pratiques ? Est-ce que, par exemple, des gens en profiteront pour aller habiter un petit peu plus loin de leurs activités habituelles, puisque ça sera plus simple pour eux. Est-ce que, ce faisant, certains qui ne peuvent pas profiter de l'infrastructure seront néanmoins soumis à cette injonction de la norme et seront un peu plus au bord du chemin qu'ils ne l'étaient avant. Et donc, bien sûr que tout ça peut être présenté séparément, mais pourquoi dans les débats, au fond, de temps en temps, il y a des désaccords qui sont à peu près stériles, ou des accords qui sont pas des accords, tout simplement parce qu'on ne parle pas de la même chose, et qu'on ne parle pas de la même chose. Dire que nous vivons dans une société mobile, c'est mettre implicitement l'accent sur les injonctions, sur ce qu'on doit faire. Dire que nous avons plein d'opportunités aujourd'hui avec c'est aussi vrai, mais le problème, c'est l'équilibre entre les deux. Bon, le dernier point, c'est évidemment le regard que pourraient ou devraient avoir les institutions sur les questions de mobilité. Et là, on l'a déjà dit, mais
à la fois à travers les questions de mobilité physique dans l'espace physique et la mobilité dans l'espace virtuel, voire je dirais, certaines incohérences. Bon, je sais que je suis à Strasbourg, mais enfin, il y a quand même une forme d'incohérence d'avoir construit une Europe sans fiscalité un peu unifiée. Hein, donc, la mobilité, c'est ça. C'est que, au fond, les individus peuvent s'en servir et ils ont bien le droit de le faire, puisque c'est ainsi que ça a été pensé. En même temps, n'imaginons pas que nos institutions, et en particulier nos institutions territoriales, puissent avoir aujourd'hui les mêmes pouvoirs qu'hier. Ça ne va pas ensemble. Hein, ça ne va pas ensemble. Alors, troisième temps, quelques points de repère. Là, je vais être bref. Premier point de repère. Bon, je lis encore de temps en temps, dans des travaux de camarades universitaires, que la mobilité explose. Bon. Là, je vous ai représenté les taux de croissance de la mobilité par décennie. Bon, l'explosion, elle est quand même assez largement derrière nous, si j'exclus, et il faut le dire très clairement, tout ce qui est trafic aérien international. Bon, vous savez que là, on est encore dans une phase d'explosion, et on est bien sûr dans une phase d'explosion de la mobilité dans les pays émergents et en développement. Ce n'est pas le cas de l'Europe, ce n'est pas le cas des États-Unis, où depuis les années 2000, en gros, on est sur des plateaux. On a même vu, pour vous dire à quel point c'est important, on a même vu aux États-Unis une légère régression de la mobilité en voiture au cours des années 2000. Bon, il y a eu un petit pic. Ça reviendra, mais en gros, on est sur des plateaux. Deuxième élément, sur l'accès aux modes, aux moyens de déplacement, mode ou moyens de déplacement, là, on est dans une situation qui est quand même assez déséquilibrée, je dirais. Côté voiture, vous voyez que la majorité des gens la majorité des adultes a le permis et la majorité des ménages ont au moins une voiture. Ça, je ne pense pas vous apprendre grand-chose. Sinon que, 17% d'adultes sans le permis, ça mérite attention. Enfin, 17% d'une population adulte, c'est 7 millions de gens. 7 millions, ça compte dans ce pays. En revanche, la notion de transport public utilisable au quotidien, eh bien, grosso modo, alors pour faire simple, disons, la moitié des gens y ont accès, l'autre moitié n'y a pas. La moitié des gens qui y ont accès, c'est ceux qui vivent dans des agglos de taille raisonnable, à peu près au-dessus de 100 000 habitants. La moitié de ceux qui n'ont pas accès, c'est ceux, par définition, qui vivent en dehors d'un périmètre de transport urbain. Et donc, faisons attention à ça, n'ayons pas un langage... N'ayons pas un langage trop uniforme sur les modes de déplacement. Suivant les territoires, il y a des gens qui ont des alternatives et d'autres qui ne les ont pas. Bon, je vais aller un petit peu plus vite parce que je vois que le temps passe. Troisième idée, toute simple là aussi, si l'essentiel de nos débats sur l'automobile sont des débats sur les circulations urbaines en voiture, l'essentiel des circulations automobiles ne se fait pas en ville. L'essentiel des circulations automobiles se fait en race campagne. Et donc, séparons bien ce qui relève d'un discours sur l'automobile en ville qui devrait largement mettre en avant la ville et ce qu'on attend de la ville, d'un discours sur l'automobile qui, elle, est un moyen de déplacement un peu tout territoire. Vous pouvez aller acheter votre pain et vous pouvez aller à Nice avec. C'est avec le même moyen de déplacement. C'est bien ça qui pose problème d'ailleurs. Mais, grosso modo, gardons ça présent à l'esprit. Bon, là, quelques points de repère.
Un point de repère en temps, bon, en gros, on se déplace, enfin, on passe 1 heure par jour à se déplacer. On passe 1 heure par jour à se déplacer. Depuis qu'on a des statistiques sur ce plan-là, on passe le même temps. C'est-à-dire, n'oublions pas que toutes les améliorations de nos systèmes de transport ont été réinvesties en déplacements soit plus loin, soit supplémentaires, soit les deux d'ailleurs, mais grosso modo, 1 heure par jour, et ça on le trouve à peu près dans tous les pays, pas dans toutes les tailles de villes, les très très grandes métropoles mondiales, on est plutôt aux alentours de 90 minutes, hein, 1 heure et demie. 25 km par jour, bon, enfin, 25 km par jour, vous pouvez dire c'est beaucoup. Alors, oui, quand je dis en moyenne, c'est des moyennes calculées sur les 6 ans et plus. Hein, donc, ça mélange des adultes et des enfants. Vous pouvez dire c'est beaucoup. En même temps, en 1 heure, à l'époque où il n'y avait que des moyens non motorisés, vous faisiez à peu près 5 km à pied. C'est-à-dire que notre développement, je dirais, depuis l'ère non motorisée, en termes de déplacement journalier, c'est une multiplication par 5. C'est pas infini. Enfin, si vous prenez l'ère du temps où Internet n'existait pas, où le téléphone n'existait pas, et ce que vous en faites aujourd'hui, vous avez des multiplications beaucoup plus fortes. Hein, beaucoup plus fortes. L'espace, c'est quelque chose qui résiste. Et en gros, là aussi, plus d'évolution aujourd'hui. En gros, on y consacre 13 à 14% de notre budget. Dans les ménages du bas de l'échelle sociale, les 20% les plus pauvres, on est aux alentours de 20%. Évidemment, beaucoup moins dans les ménages les plus aisés. Alors celui-là, c'est un graphique qui peut faire polémique, mais bon, j'y peux rien. Hein, c'est les chiffres, c'est pas les miens, c'est ceux de la Commission des comptes transport de la Nation. Là, on représente ce que coûte globalement un voyage kilomètre, c'est-à-dire 1 kilomètre parcouru dans un moyen de transport. Bon, pour la voiture, tout le monde est à peu près OK. Hein. La voiture, ça coûte à peu près en coût complet, hein, tout compris, aux alentours de entre 30 et 35 centimes d'euros du kilomètre. Dans l'ensemble des villes de province, alors suivant les politiques menées, les niveaux d'offres, etc., ça peut être des choses différentes, mais un voyageur, enfin 1 kilomètre dans un système de transport public coûte plus cher. C'est tout simplement, enfin, il y a une première raison de base, c'est que la voiture, vous la conduisez et qu'en moyenne, vous ne conduisez pas les bus, hein, et que donc il y a quelqu'un à payer. Donc ça, c'est assez logique. Après, il y a bien d'autres facteurs. Et vous voyez la répartition entre le coût public, donc que la collectivité doit amener par différents moyens, et puis le coût privé, qui lui, là, pour le coup, est assez... Dans tous les pays, il y a un coût public, hein, mais la France, et y compris en Europe, un des pays où l'usager paye le moins pour ses transports, y compris par rapport à l'Allemagne voisine. Juste un petit retour, une seule statistique pour vous montrer à quel point les questions de mobilité peuvent être structurantes aujourd'hui. Je regarde ce que sont les taux de chômage des gens selon leur niveau de diplôme, l'endroit où ils habitent et le fait qu'ils aient le permis ou pas le permis. Grosso modo, je vous le fais court là aussi, le taux de chômage est multiplié par des facteurs 2 à 5 quand on n'a pas le permis de conduire. C'est beaucoup moins, ce facteur multiplicatif est nettement plus faible dans les centres, là où il y a une offre concurrente. Il est évidemment relativement élevé en dehors des grandes villes où là les transports publics ne peuvent pas souvent satisfaire les choses. Enfin, dernier point, et ça c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup, il y a ce phénomène, on l'appelle parfois la loi de Pareto, et ça existe dans tous les domaines. La loi de Pareto, elle vous dit une petite partie de la population
produit une grande partie des phénomènes. Vous l'appliquez à la culture, vous avez dans une ville probablement quelques pourcents de la population qui fait le gros de la fréquentation théâtrale, par exemple. Mais en mobilité, c'est pareil. Mobilité, c'est pareil. Vous avez une petite partie de la population qui s'est organisée sur un mode relativement distancié et qui va faire une grande partie des circulations, qu'elles soient automobiles ou transport public, c'est pareil. Et même si je fais la somme des deux, c'est pareil. Et puis vous avez une grande partie de la population qui, elle, au fond, s'est organisée sur un mode plutôt autour de la proximité et qui ne fait pas énormément de déplacements. Mais ça veut dire que quand vous voyez plein de voitures sur une autoroute, ça ne veut pas dire que tout le monde se déplace. Et d'ailleurs, si tout le monde était en voiture sur l'autoroute, on n'avancerait plus. Il y a plein de gens qui n'utilisent pas leur voiture au quotidien, il y en a d'autres qui ne prennent pas l'autoroute. Enfin, mais en gros, faut quand même toujours se dire que les améliorations des systèmes de transport, en général, sont appropriées par une petite partie de la population qui, pour des raisons X, Y, Z, et je ne suis pas là pour les juger, vont en tirer parti beaucoup plus que d'autres. Donc retenez quand même cette idée, c'est pas la moyenne ne veut pas dire grand-chose. Il y a plein de gens qui vont faire beaucoup moins que 25 km par jour. C'est le gros de la population. Puis vous avez une petite partie de la population qui va en faire 80, 100, 150. Alors, après, vous pouvez les plaindre ou dire... vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, constatez ça. Alors, j'en viens à la dernière partie. Sur le fait que très probablement il nous faut peut-être réfléchir un petit peu autrement les choses. Alors, premier temps d'épuisement, on l'a connu, je dirais, dans les années 80. Dans les années 80, ce qui a été remis en cause, je veux dire nos ancêtres, le terme n'est pas correct, ceux qui ont fait les politiques de mobilité dans les années 60 et 70 sont partis d'une idée simple. Il y a une demande qui va croître, il faut la satisfaire. C'est ce que les Anglais ont appelé la démarche Predict and Provide. Je prédis que la demande dans tel ou tel mode va augmenter, je développe pour satisfaire cette demande. Bon, c'est un petit peu la loi du marché appliquée aux politiques de mobilité. Alors, cette politique-là, elle a rencontré, je dirais, des oppositions et puis des limites dans les années 80. Alors, au nom de l'environnement, bien sûr, au nom de la contribution des infrastructures à l'étalement urbain, et puis aussi au nom de quelque chose de bien plus grave, c'est que, si on admet ça, on est dans un processus sans fin. C'est-à-dire qu'il faut toujours en refaire plus, puisque on en fait, la demande s'adapte, elle croît, et puis la demande croît, on dit qu'il y a congestion, et on en refait, etc., etc. Bon. Dans les années, à partir de milieu des années 80, je dirais, en gros, les 20 ou 30 années caractéristiques du tram. Le tram, c'est le retour à Grenoble et Nantes en 85, Strasbourg suivra assez rapidement. L'idée de base, c'est de dire, ce qui est premier, c'est la ville qu'on veut. Et les infrastructures, elles sont là pour aller avec la ville qu'on veut. Elles ne sont pas là pour nous faire la ville qu'on ne veut pas, grosso modo. Donc on va essayer de contrôler l'étalement avec des villes plus compactes, et puis les transports en commun en site propre, eux, ils tiennent pas beaucoup de place, donc ils vont pouvoir assurer cette mobilité urbaine dans une ville plus dense. Alors ça a produit des résultats tout à fait indiscutables en termes de convivialité urbaine, d'agrément des espaces centraux.
Ça a produit une première diversification des moyens de déplacement, en particulier dans les cœurs de ville. Ça a produit donc un début d'inflexion des parts modales. Donc de ce point de vue-là, je dirais il y a eu des résultats concrets, tangibles. Il y a eu des résultats, d'autres résultats, bon, je dirais qu'on aurait préféré ne pas trouver. Premier élément, c'est une tendance à la gentrification, à des centres qui étaient hier plus mixtes socialement, sont devenus un peu plus embourgeoisés, je dirais. On s'est aperçu que la notion de compacification n'était pas, je dirais, à la hauteur de la lutte à faire contre l'étalement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la faire, hein, mais ça veut dire qu'on s'est un peu trompé d'ordre de grandeur, quoi. Parce que ce qu'on peut un peu rajouter dans nos villes était petit par rapport à ce qu'accueillait la ville étalée. Et ça a produit aussi, alors là, je dis en termes politiques, un écart croissant dans la perception des espaces. C'est-à-dire que vous avez toute une partie de la population dans la ville diffuse ou en dehors, dans ce qu'on appelle la France périphérique, qui a le sentiment que ils sont abandonnés à la voiture et à l'évolution des prix du carburant que personne ne maîtrise, alors qu'on fait des investissements de qualité, indiscutablement, dans les villes-centres. Alors, ce bilan, bien sûr, on peut le discuter. Deuxième tendance, c'est au fond de se dire, y compris sur la voiture années 60, on la sortait le dimanche, on la stickait, c'était la liberté, c'était la famille, le départ en vacances, le chien, la grand-mère, etc. On est quand même passé un peu à un sentiment de dépendance. De plus en plus de gens disent moi je prends ma voiture, mais c'est parce que j'y suis obligé. Voilà. Alors, vrai ou faux, peu importe, mais en tout cas, elle n'est plus porteuse des mêmes valeurs qu'elle l'a été 30 ou 40 ans auparavant, y compris en termes individuels. Les transports publics, eux, on a quand même pas mal développé. Enfin, si vous revenez années 70 à ce qu'était l'état des transports publics en France, vous pouvez voir qu'on a quand même fait de sacrés progrès. Alors on a fait des sacrés progrès, mais en même temps, du fait que les populations sont allées un petit peu plus loin, on ne peut pas non plus les suivre tout le temps, parce qu'on arrive vers des zones de faible densité, y compris sur des liaisons. Et puis on expérimente aujourd'hui des limites budgétaires, des limites budgétaires très, très claires. On a mis beaucoup d'argent, il fallait sûrement en mettre. Cela dit, aujourd'hui, on s'aperçoit que ce soit au niveau des régions ou au niveau des métropoles, que les coûts publics sont relativement élevés et que le seul, sans avoir de jugement sur ce niveau, le pronostic qu'on peut faire, c'est que, en gros, des années 90 à 2010, on a eu une progression de la dépense publique de 3 à 4% par an en monnaie constante affectée à c'est beaucoup plus que la croissance économique. Et donc, a priori, à un moment ou un autre, il faudra s'arrêter. Enfin, s'arrêter. En tout cas, gérer ça un petit peu mieux. Enfin, dernier point, concernant les valeurs, je dirais que, on a quand même aujourd'hui, avec notamment tous les outils portables qui sont à notre disposition, mais aussi avec, je dirais, la façon de faire société, des valeurs de sobriété, d'agilité, de légèreté, de connectivité, qui ne sont pas données en moyenne, en tout cas dans les villes, par la voiture, qui ne sont pas non plus données par les transports collectifs en réseau, et donc peut-être des choses à inventer. Alors, une des tentations françaises, je pense, c'est toujours de rajouter une couche. Quand l'université va mal, on fait les grandes écoles. Voilà, etc., mais on laisse l'université, évidemment.
l'université s'est un peu rétablie, mais bon, je crois qu'avant de faire du neuf, il faut avoir un devoir d'inventaire. Devoir d'inventaire, par exemple, faut-il continuer à dissuader les mobilités résidentielles par des taxes très, très élevées sur les changements de propriété de résidence, par une gestion très localiste de l'habitat social, par le fait que, y compris sur la location de marché, il vaut mieux être le locataire à vie d'un propriétaire que de changer 10 fois de propriétaire si vous voulez maîtriser votre loyer. Donc, tout cet ensemble-là, cette idée simplement que mobilité résidentielle, mobilité quotidienne sont en interaction, que faciliter les mobilités, c'est aussi faciliter l'éloignement résidentiel, etc., etc. C'est un thème. Je n'affirme rien dans ce domaine-là. Ce que je peux dire, c'est que, indiscutablement, il faut s'intéresser à ça. Le stationnement résidentiel, bon, tant que le stationnement a été du pouvoir des maires, il est clair qu'un maire préfère donner à ses résidents électeurs une facilité pour stationner à côté de chez eux, plutôt que d'ouvrir cet espace qui est le sien à celui de banlieusards qui viennent. Bon. Cela dit, à l'époque où on veut promouvoir l'autopartage, est-ce qu'il faut continuer à laisser stationner dans les cœurs de ville des voitures très peu utilisées et parfois très vieilles? Question. Faut-il continuer la sous-tarification, non pas pour les pauvres, mais pour tous, dans les transports publics, et une sous-tarification, encore une fois, plus élevée que dans d'autres pays européens, et surtout, vitesse de référence sur les réseaux. Bon, je vous rappelle quand même dans notre histoire, dans les réseaux, il y avait des utilisateurs différents. Il y a eu des voitures à cheval à une époque, bon, virées. Il y a eu des cyclistes, dans beaucoup de cas virés, en dehors des centres-villes. Il y a eu des cyclomotoristes tués, bon, etc., etc. Enfin bon, le problème des deux roues à moteur, il a quand même été assez facilement abordé par moyen âme et on se porte. Donc la question des vitesses de référence sur les réseaux, c'est une question essentielle. Elle n'est pas modale au sens transport public versus voiture, elle est modale au sens que veut-on faire de la route? Est-ce qu'elle est capable d'accueillir des modes de proximité? Et puis, on a cette économie qui nous arrive, qui est l'économie du partage. Économie du partage, aussi appelée économie collaborative, à travers les questions d'autopartage et de covoiturage. Et puis, deuxième sens, simplement partager. Alors, si je coupe une voiture en deux dans le sens de la longueur, j'ai un deux roues. Et donc, l'idée, c'est que, finalement, le gros problème de la voiture en ville, c'est quand même le fait qu'elle est inadaptée à la ville. Elle est trop grande. C'est un véhicule fait pour faire de l'interurbain et pas nécessairement faire de l'urbain, donc dégraisser le mammouth auto. Bon. Alors, je vais là aborder deux thèmes. Le premier, c'est l'idée que, au fond, il y a des tas de petits véhicules aujourd'hui qui peuvent satisfaire des tas de besoins de mobilité et que ces petits véhicules sont encore peu répandus, et ils sont peu répandus alors même que techniquement, on peut démontrer avec les enquêtes ménages qu'on a à notre disposition qu'ils pourraient satisfaire la mobilité d'un nombre assez important de personnes et remplacer pas mal de kilomètres auto. Alors, pourquoi ça ne se passe pas? Je dirais pour l'essentiel, pour deux raisons. La première, c'est que si je m'équipe personnellement d'un véhicule de ce type, je vais de 1 500 € à 7 000 €. Plus les frais de garage, les risques de vol et tout ce que vous voulez. Pourquoi des petits véhicules comme ça sont chers? C'est aussi parce qu'il y a plein de constructeurs qui en proposent, donc les frais de recherche-développement ne sont pas du tout amortis sur des grandes séries. C'est comme si vous achetiez votre voiture comme au début du siècle avec vos initiales, donc tout ça ne va pas. Et donc, mon hypothèse, c'est que si on veut en sortir, il faut des politiques publiques originales. Politiques publiques originales, ça pourrait être des fédérations à l'échelle de l'Europe
grandes agglos ou de régions urbaines ou de ce que vous voulez, qui diraient, voilà, on va se mettre d'accord pour définir un cahier des charges. Ce cahier des charges, il dirait, voilà le type de véhicule qu'on veut, et eh bien, nous proposons ce cahier des charges aux constructeurs automobiles ou aux constructeurs de cycles, peu importe, européens, et que le meilleur gagne, là on lui assurera un marché. Mais tant qu'on aura comme offre, en termes de marché, 30, 50, 100 véhicules différents, ils seront tous trop chers. Pour moi, ce sont des véhicules qui sont en phase avec les attentes de légèreté des personnes et qui, parce qu'ils peuvent facilement être électrifiés, sont compatibles avec les biens communs urbains. Mobilité collaborative, alors vous en avez tous entendu parler. Là-dedans, il y a plein de trucs différents. Il y a depuis l'autopartage traditionnel aux véhicules en libre service, la location sociale, etc. Mais il y a surtout des acteurs extrêmement différents, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, mais jusque aux entreprises Internet conquérantes, style Uber et compagnie. Donc un monde très bigarré. Est-ce que là, en quoi, la question que je me suis posée, c'est en quoi ces solutions-là constituent des ruptures. Oui, ce sont des ruptures. C'est des ruptures d'abord parce que ce qui relevait de l'intime, ma voiture, mon home sweet home, je l'ouvre, certains sont prêts à l'ouvrir à d'autres. Ça, c'est une première révolution. Une deuxième, bien entendu, c'est le rapport économique sous-jacent. Ce que dit Chesky, aujourd'hui, on peut se définir comme entreprise en 60 secondes. Bon, c'est vrai que c'est compliqué. Deuxième niveau de révolution, et là, ça interroge vraiment les pouvoirs publics, c'est la fabrique de la confiance qu'ont su fabriquer ces gens-là, à travers les systèmes de notation. Hier, vous aviez confiance dans un hôtel parce qu'il était dans le guide Michelin ou parce qu'on avait mis 3 étoiles depuis le ministère. Aujourd'hui, vous regardez les avis de ceux qui vous ont précédé. Ça, c'est une vraie révolution totale, de mon point de vue, dans le rôle possible des pouvoirs publics. Troisième révolution, alors elle est évidemment beaucoup moins souhaitable, ce sont des business qui sont quand même très très borderline, qui en gros, sont pas très intéressés ni par les réglementations, ni par les impôts. Bon, voilà le type de débat auquel on peut assister, je vous détaille pas, on est en retard. En haut à gauche, c'est une diapo produite par un cabinet d'audit qui, en gros, nous dit aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des gens, ils gagnent à peu près autant en allant aider leurs voisines, en prêtant leur voiture, en accueillant 2 fois par semaine des gens, qu'en allant bosser bêtement, si j'ose dire. Bon. Deuxième point de vue, celui que vous voyez là avec Share or Die, c'est plutôt le point de vue, je dirais, type Syriza, Occupy Wall Street et autres, qui est nous sommes la génération perdue. Nous sommes la génération perdue. Bon, il faut qu'on partage ou qu'on meure. Bon, c'est une acceptation très moyenne du truc. Troisième, ça c'est le numéro de l'expansion, je ne sais pas si c'est ce mois-ci ou le mois dernier. Mais ça, c'est plutôt le point de vue des grands patrons. C'est le point de vue du CAC 40, si j'ose dire. CAC 40 qui commence à prendre peur. Alors ça, le point de départ a été donné par Maurice Lévy, PDG de Publicis, qui a fait un article sur l'ubérisation de la société. Et donc là, vous voyez, ces gens-là, c'est des barbares. Bon, voilà. Puis dernier point de vue, alors celui-là un peu bisounours, c'est le Conseil économique, social et environnemental, avec un rapporteur venant de la SNCF et qui dit oui, on va collaborer, soyons gentils, et avec ces systèmes-là, on pourra venir plus facilement dans nos gares et compagnie et compagnie.
Voilà, donc un débat qui n'est pas fermé, sur lequel j'ai pas envie de prendre position, c'est à vous de faire votre religion. Mais ce qu'il y a de clair, c'est que déjà aujourd'hui, avec le statut encore de marginalité qu'ont ces trucs-là, ils ont déjà obligé les acteurs institués à se repositionner. Blablacar oblige la SNCF à réagir sur la variété des tarifs et des offres. Uber suscite des oppositions, mais aussi des adaptations. Moi, en tant que Parisien, je peux vous dire que depuis 1 an, les taxis sont polis. Bon. C'est extraordinaire. Quant à la libéralisation de l'autocar dans la loi Macron, je pense que c'est pas complètement un hasard. C'est aussi de remettre dans le jeu des grandes sociétés plutôt que nos barbares de tout à l'heure. Donc, de fait, c'est et la mondialisation et la technologie qui fait que les monopoles se retrouvent dans une situation de concurrence de fait. Dire, on s'est accroché pendant des dizaines d'années à vouloir maintenir le monopole ferroviaire et compagnie. Bon, vous pouvez avoir le monopole sur les rails, c'est pas pour autant que vous avez le monopole sur la mobilité. Et donc là, on est dans une situation où une part non négligeable de l'accroissement de la mobilité. Pas de la mobilité, de l'accroissement de la mobilité. Et bien sûr, bon, c'est dans tous les domaines. Alors ça, vous regardez le numéro de l'expansion là, que je vous ai cité, vous voyez que dans le droit, la santé, la banque, enfin, tous se sentent attaqués. Et en gros, des estimations aux États-Unis sur les hôtels, par exemple, vous montrent qu'en gros, les hébergeurs traditionnels, ils perdent 15% de leurs revenus, à peu près la moitié parce qu'ils doivent baisser leurs tarifs, et la moitié parce qu'ils perdent des clients. Bon, ça c'est un graphique que j'ai établi à partir c'est pas mon travail, c'est le travail d'un collègue qui est plus modélisateur que moi, mais qui a essayé de regarder ce que pouvaient être à terme les parts de marché, covoiturage, autocar, etc. On est sur le transport interurbain, on n'est pas sur l'urbain. Enfin, vous voyez quand même que autocar et covoiturage, on est quelque part à 10 plus 20% égale 30% du marché de l'interurbain à partir de zéro. Donc, oui, ça pique à la voiture, pas mal. C'est plutôt bien. Ça pique au train. Ça pique au train aussi, bien sûr. Et donc, je dirais, l'idée un peu globale, on va avoir un système beaucoup plus multi-acteurs que celui qu'on a aujourd'hui, et d'acteurs qui ont une forme de légitimité, y compris environnementale. Quand vous faites les calculs quand il n'y a pas trop de trafic, l'autocar, c'est plutôt bien par rapport au train. Quand il y a beaucoup de trafic, il vaut évidemment beaucoup mieux du train. Bon, ces sociétés-là, elles sont hyper valorisées par les marchés. Je ne vous fais pas un dessin. Airbnb, par exemple, ça a une valorisation boursière bien supérieure à celle d'Accor, alors qu'ils ont 6 ans d'existence et 0 chambre à eux. C'est-à-dire que, bon... Alors, je ne vous dis pas que ça durera éternellement, mais ce qui est très très impressionnant, c'est à quel point ces sociétés ont une capacité d'internationalisation extrêmement rapide, qui fait que, je dirais, chaque pays pris isolément aura beaucoup de mal à lutter. Donc, allez expliquer aujourd'hui à un internaute que dans 189 pays du monde, on peut faire ça, et qu'en France, on ne peut pas. Bon, c'est devenu incompréhensible. Et ça, c'est aussi une reformulation des politiques publiques. Alors, de mon point de vue, en revanche, aucune de ces compagnies n'a d'autre objectif que de faire du fric, enfin d'être des sociétés, quoi. Donc là, je crois qu'il y a un vrai rôle des pouvoirs publics sur l'idée d'utiliser un peu les méthodes, les outils, les méthodes, etc.,
mais de le mettre quand même au service d'objectifs publics, parce que c'est quand même pour ça, a priori, qu'on est payé. Voilà. Donc pour moi, un des enjeux qui est devant nous par rapport à ces éléments-là, c'est en gros, quand vous prenez le système Uber aujourd'hui, vous avez un espèce de chef qui est quelque part en Californie, qui n'a ni choix ni loi, et qui peut arriver à Paris, à Strasbourg, où il veut, et piloter les choses. Bon, dans notre tradition française, je pense autour des questions d'autopartage, de covoiturage, on a un peu tendance à rassembler 10 acteurs ou 15 acteurs autour de la table pour monter un truc, système de... Vous prenez l'exemple de système en libre service de voitures électriques, 10 acteurs, ça va vite. Bon, c'est peut-être un petit peu trop compliqué. Là, on est du côté, je dirais côté gauche, on est un peu trop simple. Côté droit, on est peut-être un peu trop compliqué. Donc, il faut probablement trouver un juste milieu.